La question que le Niger doit se poser, même si on doit rester dans cette résilience jusqu'en 2026, parce que j'ai entendu des autorités nigériennes dire que ça ne peut pas être possible, ce rétablissement de la relation avant le départ du président Patrice Talon. C'est-à-dire que ce serait après le départ de Patrice Talon. Alors, supposons d'ailleurs qu'on doit rester dans cette résilience jusqu'en 2026. Est-ce qu'ils ont quantifié le dégât que cela pourrait causer sur les populations nigériennes? Moi, je voudrais qu'on soit raisonnable, qu'on soit logique. Être panafricaniste n'est pas synonyme de vouloir faire souffrir son continent. À un moment donné, si le Niger ne fait pas attention, le Niger deviendra le bourreau. Si à un moment donné, le Niger se victimise du fait que, bon, le Bénin a tenu un langage de va-t-en-guerre et que pendant longtemps, la CEDEAO a fait ceci et cela, mais quand on regarde les discours, on constate que le président Patrice Talon fait un mea culpa, essaie de faire table rase du passé, de présenter les excuses continuellement. Si les autorités du Niger ne saisissent pas l'opportunité et que ça continue comme ça, ce sont les peuples nigériens qui vont se retourner contre ces autorités, parce que ces peuples diront que finalement, les autorités ne sont pas là pour nous. Et vous devez comprendre que entre les deux États, c'est fondamental, c'est vital de pouvoir faire renaître cette relation-là, parce que l'exportation du pétrole, c'est déjà le cas du produit intérieur brut du Niger. Et cette exportation, ça avoisine déjà 50% des recettes fiscales du Niger. Et c'est même chose au Bénin. C'est déjà 450 millions d'euros que le Bénin va engranger en 20 ans. Et si on fait la moyenne sur une année, ça fait 22,5 millions d'euros. Alors, parlant du pétrole, le transit du pétrole nigérien par le territoire béninois est en souffrance. Patrice Talon a eu à dire que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. Oui, je pense que c'est de beau droit au président Patrice Talon de le dire, parce que il veut insister, il veut appuyer sur tous les leviers possibles afin de rétablir la relation entre le Bénin et le Niger. On ne peut pas laisser ça comme ça, parce que ce sont les populations qui en pâtissent en réalité. Et quand on fait une lecture de fond, on a l'impression que c'est une guerre de personnes. Ce n'est plus une guerre entre États. C'est une guerre de personnes. Et les populations en pâtissent sérieusement. Le Niger ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'en pâtisse pas. Parce que ça fait déjà 13,4 milliards de dettes impayées de la part du Niger. Et aujourd'hui, au Bénin, tous ces emplois qui sont liés à ce pipeline seraient peut-être en souffrance en son temps. Donc je pense que le port du Bénin, qui sert aussi de canal pour plusieurs autres marchandises venant du Niger, on se retrouve aujourd'hui en train de trouver des raccourcis vers le Togo, oubliant que ça fait déjà encore de manque à gagner pour ceux qui doivent emprunter ce circuit qui fait déjà plus du double, du triple du circuit normal et qui doit d'ailleurs amener à débourser davantage. Donc je pense que le président Patrice Talon doit absolument insister. Et la question que le Niger doit se poser, même si on doit rester dans cette résilience jusqu'en 2026, parce que j'ai entendu des autorités nigériennes dire que ça ne peut pas être possible, ce rétablissement de la relation avant le départ du président Patrice Talon. C'est-à-dire que ce serait après le départ de Patrice Talon. Alors, supposons d'ailleurs qu'on doit rester dans cette résilience jusqu'en 2026. Est-ce qu'ils ont quantifié le dégât que cela pourrait causer sur les populations nigériennes? Moi, je voudrais qu'on soit raisonnable, qu'on soit logique. Être panafricaniste n'est pas synonyme de vouloir faire souffrir son continent. Exactement. Alors, Émeric Joël Alagoué, cette position tranchée de Niamey met à mal le projet de pipeline Niger-Bénin. C'est ce que viennent de dire mes confrères tout à l'heure. Vous savez, au-delà de tout, nous devons regarder les populations. Et ceux-là qui vont travailler dans ces projets. Mais la guerre de personnes, dit ce que fait le général, ça montre également qu'il est en train de faire une guerre de personnes contre le chef d'État béninois et non contre le Bénin. Alors que le président s'est rabaissé. Moi, je ne savais même pas qu'il allait même se calmer, envoyer encore le ministre des Mines là-bas. Il a refusé de le recevoir. Ah, c'est trop fort. Mais malgré ça, le président ne s'est pas découragé. Il a continué toujours par prendre des attaches. Il y a d'autres choses qui ne se disent pas. Mais
J'ai suivi une sortie du député Issa Salefou, qui a remercié le chef de l'État et son gouvernement en disant, parce que lui, il est plus au Niger qu'au Bénin, en disant ce qu'ils sont en train de faire, vraiment, qu'il les encourage et qu'ils continuent et autres. Et tout le peuple béninois doit être fier du président qui s'est rabaissé, qui a montré sa volonté du pas d'homme qui est en train de prendre des excuses, mais il a montré la volonté du Bénin de les accompagner et qu'on redevienne comme on était avant. L'autre chose, il a dit, le temps de la condamnation et autres, tout ça s'est passé. C'est très fort. Je vous dis, c'est très fort. Quand on est soucieux du devenir de son pays, quand on est soucieux du devenir des populations, de ce que les gens doivent manger le repas, c'est-à-dire au moins 2 repas par jour, et ceux-là, ils avaient l'habitude de faire du commerce, ils avaient l'habitude d'envoyer des trucs au Niger, ils avaient l'habitude de faire le parcours Cotonou, Niamey et autres. Il ne peut qu'être ainsi, parce qu'il n'a pas d'autre choix que de sauver les meubles. Et il est en train, mais qu'il ne se décourage toujours pas. Je reviens à vous. Ce jusqu'au boutisme des autorités actuelles de Niamey a-t-il vraiment sa raison d'être? Pas du tout, hein. Pas du tout. De mon point de vue, il risque de déplaire à ceux qui manquent bien souvent de soutenir leur pays, parce que quel péché a été le Bénin a commis? Quel péché le Bénin a commis? Ça, c'est la grosse question. Parce que lorsque vous êtes béninois, vous dites non, les Nigériens ont raison, les Nigériens ont raison, mais la question fondamentale, c'est quel péché le Bénin a commis? Lorsque le Niger ouvre ses frontières avec tous les autres pays voisins environnants et laisse seulement fermer la frontière avec le Bénin, allez-y comprendre quelque chose. Parce que là, je suis le professeur Haïfa Ibako qui expliquait que dans la norme de sanctions, il n'était pas prévu en principe dans les textes fondamentaux qui régissent la CEDEAO la question de la fermeture des frontières. Et bien, il y a eu une première fois et aujourd'hui, avec les coups d'État, on a essayé de poursuivre dans cette dynamique-là. Vous avez vu que plusieurs fois, les États du Sahel ont remis en cause un certain nombre de sanctions, du régime de sanctions, estimant que la CEDEAO n'était pas en droit d'appliquer ces sanctions. Et non, le Bénin n'était pas en droit de fermer ses frontières. Et donc, lorsqu'on se réfère aux sanctions, on se réfère à la CEDEAO. Et lorsqu'on estime que la CEDEAO a levé les sanctions, et que le Niger estime que voilà, la CEDEAO a levé ses sanctions, je peux désormais ouvrir les frontières avec les autres pays. Alors, à partir de ce moment, vous vous posez la question de savoir pourquoi ne pas l'ouvrir avec le Bénin. Donc, je crois pour ma part, lorsque les commerçants même font le détour, on dit que nous irons prendre pas Lomé, patati patata, ça fait un nouveau coût pour la production. Et ça veut dire que le produit qui doit faire le contournement reviendra plus cher au consommateur final du Niger. Donc, finalement, nous agissons dans quel sens quand nous sommes autorités nigériennes? Nous disons non, c'est pas un problème pour nous de contourner, mais comme j'entends certains Béninois le disent fréquemment, non, on peut contourner, mais quand ils contournent, d'accord. Mais le commerçant ne va pas livrer le produit à un prix abordable si c'était un transit plus court du Cotonou Niamey. Ça veut dire que la personne qui va toujours en souffrir, ce n'est pas le général Tiani, c'est le dernier Nigérien dans son village qui va ressentir donc l'effet de la fermeture de ces frontières-là. Et au-delà, lorsque je considère que vous êtes quand même des généraux, vous êtes quand même de la junte, vous êtes au pouvoir, vous êtes dans l'alliance militaire avec d'autres pays, l'accord militaire avec le Mali et puis le Niger, donc vous avez également l'AES et puis vous avez le soutien également de la Russie. Mais vous avez peur de quoi? La Russie qui a une puissance nucléaire, qui a une puissance militaire et qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, je ne vois pas. Donc finalement, on se dit, mais quand même, supposons même que nous avons des bases militaires françaises au Bénin. Qu'est-ce qui peut faire peur aux autorités nigériennes à partir du moment où ils sont dans un accord avec les autres pays, mais en plus de cela, qu'ils bénéficient du soutien de la Russie. Donc je crois qu'il y a tout autre argument ailleurs. C'est pourquoi nous disons bien souvent que nous sommes en train de constater que finalement c'est carrément un problème de personnes.
Donc, le contournement revient cher aux Nigériens. La fermeture des frontières revient encore plus cher aux populations qui sont de part et d'autre de la frontière. Et à partir de ce moment-là, je crois que j'ai suivi le président Patrice Talon qui disait hier le jeudi que les autorités nigériennes fassent une déclaration officielle pour dire le projet pipeline n'est pas concerné par la fermeture des frontières. À partir de ce moment-là, ce sera un autre régime juridique. Tu ne peux pas fermer ta frontière et vouloir remplir une formalité douanière. Ouais, c'est compliqué. C'est paradoxal. Hein? C'est paradoxal. Donc, je crois que il faut que les gens fassent peu de responsabilité, surtout côté nigérien, et que le président Patrice Talon puisse poursuivre aujourd'hui cette posture aujourd'hui qui est celle d'imprimer et de montrer. On vous aura compris sur la question, vivement donc le dégel de cette crise entre Cotonou et Niamey. Je reste avec vous, chers décrypteurs, pour aborder un autre sujet. Il s'agit de la tournée gouvernementale à travers le pays. L'exécutif qui est en mission d'explication. Quel est selon vous le bien fondé de cette démarche, Aristide Kanoussou? Bon, ce que je constate, que ce n'est pas nouveau. Le bien fondé, c'est qu'un gouvernement qui, en temps normal, a été constitué pour mener un certain nombre d'actions au bout, doit pouvoir s'adapter et se faire à l'idée que c'est essentiel d'aller faire la reddition de comptes. Et le gouvernement du président Patrice Talon l'avait déjà fait, et ce n'est que un exercice qui est en train d'être répliqué après le nouveau quinquennat qu'il a entamé depuis quelques années déjà. Et j'estime que la logique dans tout ça, c'est que ce sont les membres du gouvernement même qui ont été commis pour aller faire cet exercice-là, loin justement des politiques. Et je pense que ceux qui ont le nez fondamentalement dans les chiffres, dans les réalisations, ce sont eux qui ont été mis au devant de la scène. Et je pense qu'ils ont suffisamment outillé pour le faire, et ils le font déjà. Et c'est justement ce que nous demandons. Quand la population a mandaté quelqu'un pour aller faire un travail, cette population attend en retour qu'on lui fasse un point de ce qui a été fait. Et c'est toute la logique qui réside justement dans cette action. Et je pense que effectivement, quand on y regarde de près, il y a des choses véritablement à défendre sur le terrain. Il y a des choses à faire remarquer, puisque ce régime, pendant plusieurs années, a opté pour la normocommunication, vous le savez, et ça l'a pénalisé. Il y a plusieurs facteurs sur lesquels ce gouvernement n'a pas du tout communiqué ou a mal communiqué, et il fallait justement redresser la pente. Et c'est à cet exercice justement que moi j'inviterais plutôt ces membres du gouvernement à donner plus de visibilité à ces choses-là que le gouvernement a fait, mais qui restent justement dans l'ombre. Prenez l'exemple de la NPE. Il y a un travail extraordinaire, éminentissime qui se fait là pour la création de l'emploi, mais on n'en parle pas pratiquement, ou on en parle peu. Donc, c'est des occasions. Sur le plan de la digitalisation, par exemple, c'est une mine de réalisation, mais on en parle peu. Et je pense que c'est l'occasion pour ces membres du gouvernement de pouvoir aller défendre véritablement ces différentes réalisations et non voir ça comme déjà une pré-campagne. Moi, j'estime que c'est logique, c'est normal, ce n'est déjà pas la première fois, c'est logique d'aller devant la population, de leur expliquer ce qu'il en est. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.